Je lui ai tiré dessus 3 fois ici, maintenant. Qui as-tu tiré dessus? J'ai tiré sur ma putain de copine. C'était Jamie Rogers appelant le 911 quelques instants après que la police a dit qu'il avait tiré sur sa copine. La raison qu'il a donnée: Monsieur, que se passe-t-il? Je reviens sur la mort de Jamie Dick, les accusations auxquelles son meurtrier présumé fait face et la façon dont on se souvient d'elle. Bienvenue dans Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. La famille et les amis de Jamie Dick lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie funéraire lundi. Cela fait une semaine que Dick, une mère de 2 enfants, a été abattue à Dayton, dans l'Ohio. Jamie était jeune, elle n'avait que 33 ans. Aucune mère, personne en réalité, mais surtout une mère de 2 jeunes enfants, ne devrait être abattue en pleine nuit, et certainement pas par quelqu'un qui est censé l'aimer. La police de Dayton affirme que cela s'est passé ainsi. Jamie Rogers, le petit ami de Jamie Dick, a appelé le 911 et a avoué avoir tiré sur Jamie, l'accusant de l'avoir trompé. Voici un extrait de l'appel. 911. Quelle est l'adresse de l'urgence? Des coups de feu retentissent, quelqu'un a tiré. A-t-il dit? Vous entendez quelqu'un maintenant? Quelqu'un a été touché. Quelqu'un a tiré ou ils ont tiré? Ouais, je lui ai tiré dessus 3 fois. Venez ici vite. Qui as-tu tiré dessus? J'ai tiré sur ma copine. D'accord, pourquoi as-tu tiré? Tu es là maintenant. Ce n'est pas une blague. D'accord. Tu manques de pellicule sans équipement. Monsieur, pouvez-vous me parler ici? Pouvez-vous me dire ce que vous obtenez? C'était Jamie Rogers lors de cet appel, et vous l'entendez clairement et avec insistance dire qu'il a tiré sur sa petite amie. Monsieur, que se passe-t-il? Elle a eu ce qu'elle méritait, c'est ce qui arrive. On leur dira à leur arrivée que vous êtes là. Je suis armé et je ne sortirai pas sans me battre. Êtes-vous là? Vous lui donnez des soins maintenant? Vous allez l'abandonner? Des soins? Oui, je suis touché. Amenez-la vite chez le médecin avant qu'il ne soit trop tard. Bien, monsieur, quel est votre nom? Il est mort, probablement. Et vous, comment vous appelez-vous? Jamie Rogers admet clairement avoir tiré 3 fois sur Jamie Dick. Il l'accuse de l'avoir trompée, puis il a dit « Elle a eu ce qu'elle méritait ». C'est incroyable et franchement glaçant et absolument terrifiant que quelqu'un puisse être aussi cruel. Une déclaration sous serment indique que lorsque les policiers de Dayton sont arrivés sur les lieux, M. Rogers est sorti vers les agents et a répété qu'il lui avait tiré dessus. Les agents ont trouvé Jamie Dick, dont le nom est caviardé dans le document, à l'intérieur de son véhicule en marche, garé sur la route à côté de sa maison. Elle souffrait de blessures par balle apparentes et a été évacuée des lieux, succombant finalement à ses blessures. Les agents ont constaté que la vitre côté passager du véhicule avait été traversée par des tirs et ont trouvé des douilles aussi bien dans la rue que sur le trottoir, à côté et devant le véhicule. Monsieur Rogers n'est pas autorisé à posséder ou manipuler des armes, car il a déjà été condamné pour possession d'héroïne et tentative de vol. Les informations pour ce mandat ont été obtenues à partir de rapports de police, d'appels au 911 et d'entretiens. Ce document donne l'impression que Jamie Dick a été pris au dépourvu et ignorait ce qui allait se passer. Cela s'est produit vers 2 heures du matin le mardi 10 février, selon la police de Dayton. Jamie Rogers a non seulement admis avoir tiré sur Jamie Dick lors de cet appel au 911, mais elle l'a répété ensuite. À leur arrivée, les agents ont placé Rogers en détention à la prison du comté de Montgomery. Il fait face à des accusations de meurtre, d'agression criminelle, de possession d'une arme alors qu'il en est interdit, ce qui signifie qu'il est un criminel et n'est pas censé avoir une arme à feu, ainsi que de décharge d'une arme à feu à proximité d'un lieu interdit. Sa caution a été fixée à $1 million, en espèces. Sur la page Facebook de Jamie Dick, son statut de relation indique qu'elle est en couple depuis février 2012 et leur anniversaire tombe le jour de la Saint-Valentin. Mais il ne semble pas y avoir de photos récentes de Dick et Rogers ensemble sur sa page Facebook. L'une d'elles date en fait de 2016. L'avis de décès de Jamie Dick indique que Jamie sera rappelée comme une maman aimante, une fille dévouée et la meilleure sœur qu'une famille puisse espérer. C'était une belle âme, aussi bien intérieurement qu'extérieurement,
dont la gentillesse, la force et l'amour ont marqué durablement tous ceux qui l'ont connu. Je donnerai bientôt plus d'informations sur sa commémoration. J'accueille maintenant Mark Weaver, procureur dans l'Ohio. Il siège également en tant que juge à l'occasion. Mark, merci beaucoup de me rejoindre. Cette affaire est choquante. L'appel au 911. Tout d'abord, j'aimerais avoir votre réaction après avoir entendu cet appel au 911. Ce n'est pas souvent qu'on entend un appel au 911 où quelqu'un appelle et signale essentiellement qu'il a tiré sur quelqu'un et tué quelqu'un. J'ai entendu de nombreux appels au 911 dans ma carrière, mais celui-ci est particulièrement glaçant, car c'est le tueur lui-même. Tout à coup, il a cette étrange pointe de remords, voulant des services médicaux pour sa victime rapidement. Mais il a aussi ce ton de belliqueux. Je suis armé, préparez-vous, il ferait mieux de venir, je vais les affronter. Donc, vraiment, c'est troublant à tous les niveaux qu'une mère soit abattue comme ça par quelqu'un avec qui elle a une relation aussi intime. Mais son attitude est soit de la bravade, soit peut-être une bravade amplifiée par des substances chimiques. Ce n'est évidemment pas une défense, mais il doit faire face à des accusations très sérieuses. Eh bien, en ce moment, il fait face à une accusation de meurtre, bien sûr, et vous savez, qui sait si cela ne sera pas requalifié ou aggravé en meurtre avec circonstances aggravantes devant le grand jury. Pour l'instant, c'est simplement l'accusation initiale. Et il fait face à une accusation, vous savez, essentiellement d'avoir eu une arme à feu alors qu'il n'aurait pas dû, donc il y a plusieurs chefs d'accusation auxquels il fait face. Mais ce qui m'horrifie tant... Et tu as raison, il dit en gros, venez me chercher, mais je vais, tu sais, être prête à me battre. Je veux dire, il prévient les policiers que, tu sais, je pourrais me battre contre vous, je pourrais résister. C'est terrifiant. Je ne sais pas si c'était comme un désir de mort, ou s'il est juste tellement violent qu'il était prêt à affronter les policiers, ou s'il était sous l'emprise de l'alcool. Ouais, je ne veux pas être dur, mais s'il avait vraiment voulu mourir, il aurait pu se tirer une balle dans la tête. On observe souvent cela, les meurtres suivis de suicides sont très courants. Quand on regarde les morts violentes comme celle-ci, c'est un grand pourcentage des décès violents. La personne tire sur celle contre qui elle est en colère, souvent son partenaire intime, puis se tire dessus. Dans ce cas, soit il pensait pouvoir s'en sortir, soit il a une vision déformée de ce qu'un homme est censé faire après avoir tué une femme. Ah, ce qui m'horrifie, c'est qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Et il a dit qu'elle le trompait, et en gros, il montre des remords au téléphone, mais ensuite, il n'en montre aucun. Il dit qu'elle l'a mérité parce qu'elle le trompait. D'abord, on ne sait même pas si elle le trompait. C'est ce qu'il dit, mais personne ne mérite ça, même en cas d'infidélité. Est-ce que c'est un facteur aggravant, tu sais? Est-ce que tu verrais ça comme quelqu'un? En tant que procureur, est-ce que tu pourrais envisager ça? Cet aveu pendant l'appel où il dit qu'elle le trompait? Et dire « je vais devant le grand jury et je vais déposer ça ou demander au grand jury d'inculper pour meurtre aggravé ». Ce n'est pas un facteur aggravant. Il ne pourrait qualifier ce meurtre d'aggravé et peut-être demander la peine de mort que s'il y avait un autre crime lors du meurtre. S'il l'a kidnappé ne serait-ce qu'une seconde. Ce qui pourrait se passer si cela va au procès, c'est que vous pourriez voir la défense, qui n'a pas beaucoup d'arguments ici. Ils n'ont pas la défense du « c'est un autre gars qui l'a fait », ils n'ont pas d'alibi. Ils n'étaient pas ailleurs à une réunion de scouts ou quelque chose comme ça. Et donc, vous pourriez voir l'avocat de la défense, peut-être à la demande de son client, soulever cette idée qu'elle a d'une certaine manière provoqué cela, qu'elle était l'instigatrice en trompant. Presque tout le monde dans le jury lèverait les yeux au ciel à cette idée, certainement toutes les femmes et tous les hommes raisonnables aussi. Il suffit d'un seul juré qui, au fond de lui, se dise « oui, elle l'a bien cherché », et cela suffit à bloquer le jury et à empêcher une condamnation jusqu'à ce qu'un nouveau procès ait lieu. La seule chose que je pourrais éventuellement envisager, d'après les faits que nous connaissons pour l'instant, même si nous ne les avons pas tous, c'est essentiellement cela. Il pourrait probablement dire, vous savez, que c'est un crime passionnel, un homicide involontaire, un homicide volontaire, ou quelque chose comme ça, mais est-ce que ça tient la route, d'une manière ou d'une autre, sur n'importe quelle planète? Vous voyez? Eh bien,
Vous avez raison de dire qu'en vertu de la loi de l'Ohio et de toutes les lois des États, il existe différents degrés d'homicide. Selon ce qu'est votre mens rea, c'est-à-dire votre état d'esprit, et lorsque vous préméditez un meurtre, cela entraîne la peine la plus sévère. Et lorsque vous le faites sous le coup de la colère, dans un accès de violence, par passion, ou quelque chose qui est généralement considéré comme moins grave, ainsi, le travail des procureurs est de prouver quel était cet état d'esprit. C'est pourquoi les enquêteurs examinent probablement maintenant leurs antécédents. Son téléphone à elle, tous les témoins potentiels qui étaient présents juste avant que le meurtre ne se produise ou qui ont peut-être même vu le meurtre se produire. Cela aide les procureurs à décider du degré de meurtre à retenir. En ce moment, il fait face à cette accusation de meurtre. Vous savez, dans l'État de l'Ohio, c'est, 15 ans à perpétuité comme peine. En cas de condamnation, c'est 15 ans minimum jusqu'à perpétuité sans aucune marge de manœuvre. Il fait face à une accusation d'agression criminelle, de possession d'armes alors qu'il était sous interdiction, ce qui signifie qu'il était un criminel condamné et n'avait pas le droit de posséder une arme à feu. Et ensuite, tire d'une arme à feu sur ou près d'un lieu interdit. Tu sais, laisse-moi en parler, Marc. On voit souvent ça dans l'Ohio. Ils inculpent d'agression criminelle en plus du meurtre. Pourquoi font-ils ça? Parce que nous savons que Jamie, sa petite amie, Jamie Dick, nous savons qu'elle est décédée. Elle est morte à la suite de ses blessures par balle. Alors pourquoi l'agression criminelle est-elle retenue? En plus de cela, C'est ce que les avocats appellent des infractions incluses moindres. Cela signifie qu'il y a différents crimes. Lorsque vous commettez un meurtre, vous commettez une agression, et vous commettez peut-être une tentative, et vous commettez le meurtre. Un procureur qui demande au grand jury de retenir toutes ces accusations peut les porter devant le tribunal, et le jury devra se prononcer sur toutes ces accusations. Mais parce qu'elles proviennent du même acte, lors de la condamnation, le juge ne prononce la peine que pour l'une d'entre elles et l'accusation est autorisée à choisir celle sur laquelle le juge statue. On appelle cela la loi de la fusion et les procureurs choisissent toujours l'infraction la plus grave pour que le juge tranche. Et donc, c'est souvent une solution de repli pour donner au jury un moyen d'arriver à une condamnation s'ils ne peuvent pas parvenir à l'unanimité sur l'accusation la plus grave. intéressant, tu sais, je serais curieuse, cependant, de voir s'il pense qu'il l'a retenue contre sa volonté. S'il y a eu séquestration, enlèvement, tu sais, quelque chose dans ce genre, un autre crime qui aurait été commis et qui ferait passer cela à un meurtre aggravé. Oui, C'est le comté de Montgomery où se trouve la ville de Dayton. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ohio, ce n'est pas un endroit réputé pour son bureau du procureur. Cela n'apporte pas beaucoup d'affaires passibles de la peine de mort, même si certains cas y sont éligibles. Dans certains comtés de l'État, on s'attend à des accusations de peine capitale. Le comté de Hamilton, incluant Cincinnati, en fait traditionnellement partie. Dayton n'en fait pas partie, donc le procureur là-bas devra décider s'il cherche un facteur aggravant pour alourdir l'accusation. C'est un procès beaucoup plus difficile. Après cela, le procès est bien plus difficile. Vous devez le faire. Il y a 2 étapes différentes. La sélection du jury prend plus de temps et le moindre détail pourrait mener directement à une peine de prison à vie, ce que vous pourriez obtenir sans même demander la peine de mort. Donc, il sera intéressant de voir quelles sont les preuves et si le procureur du comté de Montgomery choisit de demander la peine de mort. c'est vrai, et tu as raison, ça complique la procédure, ça ajoute tout un autre niveau de complexité. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu viens de le dire toi-même, tu sais, dans la sélection du jury, puis tout le procès, toute l'affaire, et ensuite la défense doit passer par ce qu'on appelle l'atténuation. Et chercher dans le passé du client tout ce qu'ils peuvent présenter au jury pour dire « épargner sa vie » ou « sa vie à elle », tu vois, donc ça ajoute vraiment une autre couche. En plus, soyons honnêtes, les appels prennent une éternité. Même si on obtient une condamnation à mort, ça prend genre 20 ans. Et dans l'État de l'Ohio, au moins, il y a pratiquement un moratoire officieux là-dessus. Ces exécutions sont rarement, voire jamais appliquées. C'est vrai. Quand j'étais procureur général adjoint, j'ai travaillé sur de nombreux dossiers de peine de mort et on a constaté que parfois, des juges fédéraux mettaient les requêtes d'appel de côté dans un tiroir.
Et il ne les regardait pas pendant 3, 4, 5 ans d'affilée, juste pour retarder le processus. Et ils ne sont qu'une étape d'un long processus d'appel à plusieurs niveaux. Donc, comme vous l'avez mentionné, même si nous avions un gouverneur qui signait des ordres d'exécution, et actuellement nous n'avons pas de gouverneur qui signe des ordres d'exécution, en raison d'un différend concernant le processus d'injection létale, même lorsqu'il y a un gouverneur qui signe des ordres d'exécution, il faut au moins 20 ans entre le meurtre et l'exécution, et chacune de ces étapes peut l'annuler et renvoyer l'affaire pour un nouveau procès. Vous savez, si cette affaire arrive sur le bureau du procureur spécial Mark Weaver, et je sais comment vous êtes lorsque vous poursuivez des affaires, vous savez, une accusation de meurtre. Comme indiqué, la peine est obligatoirement de 15 ans à perpétuité, sans aucune marge de manœuvre. Y a-t-il un moyen de conclure un accord de plaidoyer dans cette affaire? Je veux dire, et je ne parle pas pour une accusation moindre, je veux juste dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à proposer pour un accord de plaidoyer ou une négociation de peine? Je veux dire, tu peux dire que tu plaides coupable de meurtre, ou bien tu vas jusqu'au procès? Je souhaite d'abord rencontrer la famille de la victime et leur parler pendant la collecte des preuves. Nous pourrions aussi envisager d'ajouter une circonstance aggravante pour la peine de mort. Je voudrais connaître l'intensité de la douleur de la famille de la victime et savoir ce qu'ils pensent de la peine de mort. Au final, le procureur décide si la peine de mort est requise, mais l'avis des victimes compte. Je l'ai déjà dit à des familles. Nous décidons d'appliquer la peine de mort, mais prenons en compte votre avis. Nous aussi. Il y a d'autres chefs d'accusation qui peuvent s'ajouter à cette peine de réclusion à perpétuité. Parce que, rappelez-vous, ce n'est pas la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est 15 ans à perpétuité, ce qui signifie qu'un jeune pourrait sortir dans 15 ou 16 ans, sauf si l'on ajoute d'autres chefs d'accusation, tels que la spécification d'arme à feu, la possession d'une arme malgré une interdiction liée à une condamnation, ou tout autre crime commis. En cours de route, vous pourriez les cumuler et faire en sorte que sa peine minimale soit de 20 ou 25 ans au lieu de 15 ans. Vous avez une certaine flexibilité et devez aussi gérer les requêtes avant procès. Il invoquera une instabilité mentale. Il va dire qu'il n'est pas apte à être jugé, puis quand il sera déclaré apte à être jugé, peut-être qu'ils vont avancer une sorte d'incapacité mentale à avoir eu l'intention de commettre le crime, donc il pourrait aussi y avoir beaucoup de requêtes préalables au procès. C'est vraiment une affaire horrible. Je veux dire, Jamie Dick, elle était une maman, et ça me glace de penser qu'en quelques minutes, tu sais, cette maman. C'est une jeune mère et sa vie a été fauchée pour quoi, tu sais, quelqu'un qui était en colère et qui prétendait qu'elle le trompait, et même si c'était le cas, ça n'a aucune importance. Ça ne le justifie pas. Non, cela ne le justifie pas. On voit ici une lueur d'espoir. Souvent, dans ces cas, un homme violent est en colère contre la femme. Non seulement il la tue, mais aussi les enfants. Heureusement, cela n'est pas arrivé, car c'est trop fréquent. Pour une raison quelconque, il continue simplement de tuer, et donc les enfants n'ont pas été blessés dans cet incident. Tragiquement, cette femme l'a été. C'est un rappel pour nous tous que lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un de volatile et violent, vous devez vous protéger. Faites-le comme vous le pouvez. Car dans ces cas rares, cette violence devient meurtre. Oui, c'est vraiment horrible et triste, et j'espère simplement que pour Jamie Dick, la victime, et pour sa famille, ils obtiendront justice, et que ces enfants soient maintenant élevés par des personnes qui les aiment, et qu'ils reçoivent le soutien psychologique dont ils auront certainement besoin. Mark Weaver, merci beaucoup pour votre temps et votre expertise. Comme toujours, Oui, merci, Anne-Jeannette. je souhaite maintenant évoquer comment les proches de Jamie Dick se souviennent d'elle. Son avis de décès indique une travailleuse acharnée. Tout au long de sa vie, Jamie abordait tout ce qu'elle faisait avec détermination et cœur, que ce soit en prenant soin de sa famille, en soutenant ceux qu'elle aimait ou en tant que responsable chez Wendy's. Elle donnait tout sans hésiter. Sa force tranquille et son esprit doux faisaient d'elle une personne sur laquelle les autres pouvaient naturellement compter et en qui ils avaient confiance. Jamie appréciait surtout les moments avec ses enfants. Braden, son aîné, partageait avec elle un lien unique mère-fils. Jamie adorait regarder Braden jouer, que ce soit sur son ordinateur ou sur une console de jeux vidéo, et elle jouait souvent avec lui. Ils aimaient emmener Blaze et aller au parc à chiens. Le dimanche, ils avaient ce qu'ils appelaient leur dimanche spécial. Braden et sa mère utilisaient chaque dimanche pour discuter et déjeuner ensemble. Le temps passé avec sa mère comptait beaucoup pour Braden, et son souvenir restera en lui.
Son lien avec Callie était indestructible, rempli de rire, de chaleur et de traditions partagées. Leurs moments les plus précieux incluaient ses journées spa à la maison, où elle se peignait les ongles, appliquait des masques de boue et discutait de la vie. Alors que la musique jouait en fond, ces journées étaient remplies de rire et d'amour, des souvenirs que Kelly gardera toujours précieusement dans son cœur. Jamie avait aussi un côté joueur. C'était une grande passionnée de jeux vidéo, et son échappatoire préféré était de construire et de créer dans les Sims. Elle adorait concevoir des maisons, façonner des vies virtuelles et laisser libre cours à son imagination. C'était l'une des façons dont elle exprimait sa créativité et trouvait de la joie dans les petites choses. Son fidèle compagnon Blaze lui apportait également beaucoup de bonheur. Jamie adorait emmener Blaze au parc pour chiens, le regarder courir librement et profiter du simple plaisir de l'air frais et de la compagnie. Ses sorties tranquilles reflétaient son appréciation pour les bénédictions simples de la vie. L'amour de Jamie pour sa famille était farouche et inconditionnel. Fille, elle apportait fierté et reconnaissance. Sœur, elle offrait loyauté, rire et soutien indéfectible. En tant que mère, elle était tout, protectrice, enseignante, amie et refuge. Jamie Rogers reste à la prison du comté de Montgomery. Il reviendra devant le tribunal le 20 février. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Merci de votre présence. À la prochaine fois ici.